Les introductions en bourse, les augmentations de capital de sociétés cotées, les convertibles et notamment les privatisations. Alors, ce qui a fait l'essor de métiers d'equity capital markets en Europe, ce sont les grandes privatisations, qui a eu des périodes de boom incroyables. Enfin, quand on parle des années 2000, de tout ce qui se passait sur l'Internet, c'était une IPO par semaine pratiquement. Enfin, c'était incroyable le niveau d'activité que nous avions. En fait, en 2014, j'ai été nommée à la tête du corporate finance, donc c'était tout le métier du M&A et de l'equity capital market au niveau européen. Et ça, c'est un poste que j'aurais pas pu avoir chez Rothschild. Donc, effectivement, les perspectives qui m'étaient offertes chez BNP Paribas étaient à l'époque assez attirantes. Je me vois quelquefois sur les écrans, vous savez, avec ces Teams où il y a 25 personnes et quelquefois on est 2 femmes sur 25 et donc je trouve ça assez effrayant. Je pense que les hommes sous-estiment le niveau de réseau et de coopération entre les femmes. Et c'est une grande puissance. Moi, j'ai des amies femmes extraordinaires chez Lazard, dans toutes les banques. On s'appelle, on a confiance, on se donne. Et donc, au contraire, c'est un réseau extrêmement puissant et il faut en profiter. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Sophie Javary. Bonjour Guillaume. Vous êtes vice-chairman CIB pour la zone IMIA chez BNP Paribas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager votre histoire dans le Career Insight de Training You. Merci à vous pour votre invitation et très heureuse d'être avec vous et avec votre public aujourd'hui. La première question de ce podcast est toujours très générale. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours ? Écoutez, je suis diplômée d'HEC. J'ai fait tout mon parcours dans la banque d'affaires plus particulièrement. Et donc, j'ai travaillé au début de ma carrière à la Bank of America comme analyste de crédit, puis chez Indosuez. Et j'ai fait partie des pionniers de ce qu'on n'appelait pas encore l'Equity Capital Markets chez Indosuez. Et puis ensuite, je suis allée chez Rothschild pour démarrer cette activité d'Equity Capital Markets chez Rothschild à Paris. Rappelons qu'à l'époque, Rothschild, c'était une toute petite boutique. J'étais la 130e embauchée, tout métier confondu chez Rothschild à Paris. Et puis j'y suis restée donc 16 ans. J'ai fait grossir cette activité. J'en ai été responsable dans le cadre aussi d'une joint venture avec ABN AMRO. Et puis ensuite, j'ai fait à partir de 2008 du restructuring, du conseil en restructuration financière. J'étais joint head du restructuring à l'échelle européenne et j'ai rejoint donc BNP Paribas il y a 12 ans où j'ai été senior banker et j'ai dirigé tout le corporate finance, M&A, Equity Capital Market pour l'Europe jusqu'à fin 2018. Donc, en dehors de cela, je suis administrateur de société, soit pour le compte de la banque, soit à titre personnel. Et puis, j'enseigne à HEC depuis plus de 10 ans en corporate finance. On va revenir sur les différentes étapes de ce parcours très riche, Sophie Javary, mais je reviens au chapitre 1 de votre parcours, la genèse, c'est vos études et les premières années dans la banque d'affaires. Alors vous l'avez rappelé, vous êtes diplômé de HEC Paris en 1980. Au moment de vous orienter vers une école de commerce, est-ce que vous étiez déjà intéressé par les métiers de la finance ou pas du tout ? Et c'est venu un peu plus tard à l'école ou pendant vos premiers stages ou expériences ? Non, c'est venu beaucoup plus tard. J'ai fait HEC essentiellement parce que c'était une formation assez généraliste et aussi j'étais très attirée par le côté international de l'école. En fait, j'ai un souvenir très vif qu'en seconde, il y avait un étudiant d'HEC qui était venu nous présenter l'école et il nous avait dit qu'il y avait un programme d'échange avec le Brésil et les États-Unis. Et je me suis dit, ça, c'est une école formidable qui envoie ses étudiants très loin. À l'époque, on voyageait quand même beaucoup moins. Il n'y avait pas Erasmus+.
Erasmus et tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer à HEC et je m'étais dit, je vais y aller au Brésil. Et donc c'était plus cet aspect international, cet aspect ouverture d'esprit aussi de la prépa qui m'avait attirée. Ensuite, donc quand je suis allée à HEC, effectivement, j'ai visé de faire le programme international. À l'époque, nous n'étions que 20 étudiants sur une promotion de 350 à pouvoir partir à l'étranger, donc c'était assez demandé, assez couru. Et puis, c'est plutôt à New York que ce goût pour la finance m'est venu. Il se trouvait que le programme d'échange était avec NYU, avec ce qui s'appelle maintenant Stern University, qui était au cœur de Wall Street. Et donc, nous avions des professeurs fascinants d'économie, de finance, et c'est là que, en plus d'être au cœur de Wall Street, ça m'a beaucoup passionnée. Et en rentrant, du coup, à la fin de mes études, j'ai fait un stage à la Bank of America. Et il se trouve que les banques américaines, à l'époque, étaient très en pointe. Et aussi, elles faisaient des programmes de formation qui étaient de très, très grande qualité, alors que les banques françaises étaient encore un peu poussiéreuses. Et donc c'est plus cet enchaînement-là, si vous voulez, New York, stage, qui m'a donné le goût de la finance. Et une fois que j'ai été dedans, j'ai continué à beaucoup, on en parlera sûrement, mais à vraiment aimer ce métier, aimer ce secteur et du coup, pas voulu en sortir. Alors, vous découvrez la finance dans le cadre de votre scolarité à HEC et au sortir de vos études, vous débutez votre carrière en banque d'affaires. Revenons sur les premières années de votre parcours, si vous le voulez bien. Vous avez un parcours, somme toute, assez classique au départ. Vous êtes analyste d'abord chez Bank of America, vous l'avez rappelé, entre 1981 et 1986. Vous êtes ensuite sous-directeur au sein de la banque Indo-Suez entre 1986 et 1992, et vous êtes enfin directeur chez Baring Brothers entre 1993 et 1994, avant de rejoindre Rothschild, on en parlera tout à l'heure. Pouvez-vous nous raconter vos premières expériences? Qu'est-ce que vous avez fait sur chaque poste? Qu'est-ce que vous avez appris aussi pendant vos premières années? Alors, à la Bank of America, c'était pas tout à fait de la banque d'affaires, j'étais analyste de crédit. Donc, analyse de crédit et jeune analyste coverage, on dirait maintenant coverage, on n'appelait pas ça à l'époque coverage. Et donc, ce que j'ai appris, c'est l'analyse financière, l'analyse de crédit, la capacité de convaincre sur des dossiers pour faire passer les dossiers de crédit. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est les secteurs. Donc, j'étais à l'époque sur le secteur automobile, qui était un secteur qui avait de grands besoins de financement et qui reposait beaucoup sur les banques américaines. Et j'ai appris aussi le début des marchés. C'était le début des options, c'était le change, c'était le début des jeunes diplômés dans les banques, dans les salles de marché. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, avec Renault Finance, qui était un très grand, qui faisait beaucoup de spéculation, en fait, sur les marchés, avec Jean-François Hénin, qui était chez Thomson. Enfin, donc c'est ça ce que j'ai appris à la Bank of America. Et bien sûr, tout ça dans un environnement qui était un environnement américain. Donc, apprendre les méthodes des Américains, cette façon de synthétiser les sujets, de les argumenter de façon simple, et puis de naviguer dans un univers qui était... La Bank of America était la première banque du monde à l'époque, de connaître la Californie. Enfin, donc ça, c'est ce que je retire de ces années de la Bank of America. Ensuite, Indo-Suez, c'était une banque assez différente, qui était qui m'a recrutée parce que je connaissais justement cette façon de faire, et qui avait décidé de recruter des jeunes diplômés dans la direction des grandes entreprises pour s'occuper justement de coverage, en fait. Et là, chez Indo-Suez, j'ai découvert une banque qui était beaucoup plus implantée avec un certain nombre de secteurs. Là, c'était plus le secteur de l'énergie. J'ai beaucoup travaillé avec EDF, avec Elf, etc. Et le développement du marché obligataire. Donc, ces années 80, ça a été la grande libéralisation, en fait, des marchés en France. Le début des billets de trésorerie qu'on appelle le commercial paper maintenant, le début des marchés obligataires, toute cette expansion de la création du MATIF, toute cette libéralisation d'un marché qui était à l'époque très encadré
par l'encadrement du crédit, par les pools bancaires et qui s'est libéralisé. Donc ça, c'est ce que j'ai appris chez Indosuez. D'ailleurs, pour les jeunes qui connaissent peut-être pas encore très très bien les métiers, est-ce que vous pouvez rappeler concrètement ce que c'est que le coverage dans une grande banque? En fait, on couvre certains clients, certains secteurs, on essaye de proposer des produits qui répondent à leurs besoins, c'est bien ça? Voilà, alors le coverage, c'est la gestion de la relation avec une entreprise dans toutes ses composantes. Donc c'est la coordination des enveloppes de crédit et de toutes les lignes de crédit qui sont mises à disposition et donc le fait de porter ces dossiers devant les comités de crédit pour les faire approuver et de gérer ensuite à l'intérieur de cette enveloppe la façon dont vous faites une ligne de crédit aux Philippines, aux États-Unis, en France, etc. Ensuite, et donc vous centralisez toutes les demandes sur un dossier et ensuite c'est un travail commercial, c'est-à-dire c'est un travail de pousser vis-à-vis du client les différentes composantes commerciales, les différents métiers de la banque qui vont de la banque d'affaires à la banque commerciale au jour le jour, c'est ce qui est le cas chez BNP Paribas. C'est aussi le fait d'entretenir des liens commerciaux avec les clients pour bien à la fois les connaître dans leur stratégie, dans leurs besoins et puis pouvoir effectivement anticiper les conseillers. Donc c'est ce métier-là, donc qui est maintenant on appelle ça des senior bankers très souvent dans les banques et qui ont souvent une petite équipe avec eux. Par exemple chez BNP Paribas, il y a un senior banker, un directeur qui s'occupe plus de la partie banque commerciale et puis souvent un associé ou un jeune analyste qui rédige les dossiers de crédit. Et puis qui gère le côté un peu administratif en fait de toute cette relation. Donc je dirais c'est à la fois c'est un peu une tour de contrôle de tout ce qui se passe autour d'un client et c'est un point d'accès aussi important pour le client puisque les banques sont devenues très complexes dans leur organisation et un client et quand il doit s'adresser à BNP Paribas, il sait pas très bien par quel bout le prendre et il sait qu'il a un point d'entrée unique qui va ensuite l'adresser vers les bons départements. C'est un peu ce qu'on appelle aussi parfois le corporate banking dans les grandes banques aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. C'est les mêmes métiers. Oui, je dirais oui. Parce que l'appellation parfois diffère selon les banques. L'appellation diffère, voilà. C'est-à-dire que dans certaines banques, le corporate banking, c'est uniquement la banque commerciale, le crédit, les comptes courants, le cash management. Et par corporate, ça exclut la banque d'affaires. Alors donc, dans certaines banques, par contre, le coverage couvre tous les aspects, y compris la banque d'affaires. Alors évidemment, ce métier, on le comprend quand vous en parlez, c'est très positif dans les premières années pour apprendre et comprendre les différents produits et services que peut offrir une grande banque d'affaires. Selon vous, avec le recul, dans quelle mesure ces premières années sont-elles fondamentales pour un jeune professionnel qui veut construire sur la durée sa carrière en banque d'affaires? Alors, je pense que ces métiers ont beaucoup évolué par rapport au moment où j'ai débuté. À l'époque, l'analyse de crédit était la base de la formation d'un jeune qui veut débuter en banque d'affaires. Je dirais que maintenant, la porte d'entrée la meilleure pour rentrer en banque d'affaires, c'est d'être analyste ou associate dans la partie fusion-acquisition, ou la partie sectorielle, ou la partie, disons, equity capital market. Donc, je pense qu'il faut rentrer maintenant, si on veut faire de la banque d'affaires, et se donner toutes les meilleures chances, après, rien n'est impossible, c'est de passer en tant qu'analyste ou associé dans ces métiers de haut de bilan. C'est là qu'on apprend le plus, selon vous? C'est là qu'on apprend le plus, c'est là qu'on apprend à modéliser, c'est là qu'on apprend aussi à présenter ses idées dans ce qu'on appelle des pitchs, enfin des présentations marketing, et c'est là qu'on apprend à creuser les composantes stratégiques d'un secteur. De plus en plus, les métiers de banque d'affaires maintenant se spécialisent par secteur d'activité des clients et par ce qu'on appelle souvent les industry groups. Et donc, on apprend aussi effectivement à labourer un secteur, à bien en comprendre les composantes, les modèles d'affaires, les différents acteurs. Et donc, cette spécialisation sectorielle, maintenant, c'est beaucoup développé. Ce qui était le cas à l'époque où j'ai commencé dans les banques américaines, mais c'est devenu le modèle un peu universel. J'ouvre le chapitre 2, Sophie Javary, de votre histoire, si vous le voulez bien. On est en 1994 et c'est une première rupture dans votre carrière puisque vous rejoignez la banque Rothschild, encore une petite banque d'affaires à l'époque, et vous allez y rester 16 ans. Donc c'est quand même assez long dans une carrière, c'est un bon bout de carrière. Et vous y
exercer différents métiers, dont 2 principaux, vous en avez parlé. Le premier, c'est l'ECM, Equity Capital Market, et le second, ce sera le restructuring. Je commence avec l'ECM. Vous avez dirigé pendant plusieurs années une JV, en fait une entreprise formée par Rothschild avec la banque ABN AMRO, et cette entreprise s'occupait du montage et de l'exécution d'opérations de bourse. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'était l'ECM, un métier en plein essor à l'époque, dans les années 90. Oui, alors l'Equity Capital Markets, donc c'est ce qu'on appelait à l'époque le marché primaire action, c'est-à-dire donc les introductions en bourse, les augmentations de capital de sociétés cotées, les convertibles et notamment les privatisations. Alors ce qui a fait l'essor de métiers d'Equity Capital Markets en Europe, ce sont les grandes privatisations. Alors c'est maintenant de l'histoire ancienne, mais qui ont débuté avec Margaret Thatcher, qui ont ensuite été mises en place après le socialisme pour dénationaliser tout ce que les socialistes avaient nationalisé en France. Quand Jacques Chirac a été Premier ministre en 86, après la cohabitation. Ensuite, il y a eu une deuxième cohabitation en 93, et ce mouvement n'a pas été unique à la France. Les Pays-Bas ont privatisé, l'Allemagne même a privatisé. Enfin, tous les grands pays avaient trop nationalisé, en fait, avaient un secteur étatique qui était aussi ont voulu même privatiser des départements ou des ministères. Il faut se rappeler qu'Orange, qui était France Télécom, c'était un département, un ministère. Donc, il y a eu tout ce mouvement-là qui a nécessité, en fait, de développer les marchés de capitaux, développer les techniques, encourager l'épargne en action, qui n'était pas forcément favorisée, donc avec la création du Monori, du PEA, enfin, de tout l'actionnariat populaire qui a été mis en place. Donc, c'était très largement les privatisations. Ensuite, ça a été aussi la vague du nouveau marché et de la tech, enfin on n'appelait pas ça la tech à l'époque, mais c'était l'Internet en fait, donc au début des années 2000, qui a été une vague formidable, donc d'introduction en bourse, et donc l'émergence de l'entrepreneuriat, et de l'entrepreneuriat qui très tôt a besoin de lever des fonds, très tôt a besoin d'aller en bourse. Donc c'était effectivement à partir d'un métier qui existait peu. Et ensuite, ça a été aussi l'internationalisation de l'investissement, c'est-à-dire le fait que des investisseurs britanniques investissaient en Europe, que des investisseurs américains ont commencé à s'intéresser au marché, au fur et à mesure que les marchés se modernisaient au marché européen. Et donc, on a vu ce qu'on appelle du cross-border, enfin des investissements se faire au-delà des frontières, alors qu'avant, l'investissement, soit pour des raisons réglementaires, soit pour des raisons d'habitude, vous aviez des compagnies d'assurance françaises qui investissaient dans des titres français, vous aviez des compagnies d'assurance allemandes, et il n'y avait pas du tout cette diversification des risques qui a été aussi l'essor de l'asset management, en fait. Donc, c'est tout cet essor qui a porté l'Equity Capital Markets pour un niveau de sophistication important, et aussi l'implantation, en fait, de techniques qui étaient largement inspirées des méthodes américaines. Donc, c'est aussi les banques américaines qui sont venues à Londres à la faveur du Big Bang, qui ont importé des techniques d'IPO, qui étaient des techniques qui venaient des États-Unis, et une certaine uniformisation de toutes ces mécaniques, toutes ces techniques qui sont devenues assez standards. Donc ça a été une période formidable dans laquelle on faisait des opérations colossales en milliards, enfin ce qui se comptait en milliards d'euros, et qui était aussi porté par aussi, globalement une très forte libéralisation, et donc il y a eu des périodes de boom incroyables. Enfin, quand on parle des années 2000, de tout ce qui se passait sur l'internet, c'était une IPO par semaine pratiquement. Enfin, c'était incroyable le niveau d'activité que nous avions. Et donc c'est vrai que les gens qui ont été tout au début de cette vague-là étaient assez vite considérés comme des experts, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et très vite, donc, on pu construire des très belles équipes, ce qui a été le cas chez Rothschild. Il se trouve que Rothschild avait très souvent conseillé des gouvernements, notamment sur les privatisations. Il y avait une expertise de conseil aussi en privatisation. Alors du coup, on a du mal à imaginer aujourd'hui Rothschild vraiment faire des IPO, puisque c'est une boutique, fait du conseil en introduction, mais pas forcément l'introduction en elle-même. Ouais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une JV avec ABN AMRO. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup l'histoire de cette JV et comment ça fonctionnait au quotidien, en fait, cette co-entreprise entre Rothschild & Co, boutique, banque française d'un côté, et ABN AMRO de l'autre? Alors, c'était une JV mondiale.
Donc en fait, ABN AMRO Rothschild existait en France, existait aux Pays-Bas, existait en Angleterre, en Australie, etc. Donc c'était déjà mondial. ABN AMRO était une grande banque hollandaise à l'époque qui avait construit un réseau de courtage d'actions qu'ils avaient racheté, Orgovet en Londres, ils avaient racheté Massonneau Fontenay, on a oublié ces noms-là, mais dans tous les pays, ils avaient décidé de se développer dans ce qu'on appelle le brokerage. Et donc, ils avaient une capacité de distribution d'actions et une capacité de recherche, beaucoup d'analystes de recherche actions. Et par contre, ils n'étaient pas reconnus comme banque d'affaires. Ils n'avaient pas accès au mandat à l'origine, alors que Rothschild, justement, avait cette activité de conseil, de privatisation. Et Rothschild trouvait que c'était un peu dommage d'être sur un mandat et puis de pas exécuter ce qui était à l'époque des marges assez conséquentes, en fait. Et donc, ensemble, parce que les gens se connaissaient bien, on a créé cette co-entreprise, ABN AMRO Rothschild, qui était à 50-50 sur les revenus. Donc, on se répartissait le chiffre d'affaires à 50-50. Et on mettait des moyens à disposition qui étaient des équipes, qui étaient à peu près 50-50. Et on avait décidé que suivant les pays... l'équilibre éventuellement, mais globalement, on était et on restait employé par notre propre banque, mais on avait un PNL commun, des objectifs communs, et ça a très très bien fonctionné. C'était une très belle réussite. C'était beaucoup en termes de management, c'était assez fascinant parce qu'en fait, on avait pu bâtir un peu un management comme on le voulait dans cette équipe-là, en tout cas à Paris, et on a été moi j'ai eu jusqu'à 25 personnes dans cette équipe-là, et des gens qui ont tous d'ailleurs assez bien réussi derrière, et on était devenu une des grandes banques sur la place de Paris pour ce genre d'activité. On avait un positionnement qui était intéressant, c'est que on était vu comme international parce qu'on avait accès aux investisseurs internationaux. Alors que les banques françaises n'avaient pas tellement développé cet accès aux investisseurs internationaux. Et en même temps, on n'était pas américains. Et on avait une grande expertise technique. On a été des grands innovateurs chez ABN AMRO Rothschild sur la façon de faire des opérations. Et donc, on était très considérés comme une équipe, disons, européenne et à mi-chemin entre les Américains et les Français, en fait, en termes de qualité. Alors, vous l'avez rappelé, c'était une période très faste pour les introductions en bourse et ce type d'opérations. Est-ce que vous pouvez nous mentionner quelques opérations réalisées par ABN AMRO Rothschild à cette époque ? Alors, une des grandes opérations, ça a été EDF, ça a été la privatisation d'EDF. EDF a été sorti de la cote depuis, mais il faut rappeler qu'il y a eu pratiquement 4,5 millions de souscripteurs en France, que c'était une opération de 15 milliards d'euros. Et qui a été une privatisation qui a été très complexe à monter. J'y ai travaillé 3 ans, en fait. 3 ans sur la même opération. 3 ans de conseil sur la même opération, parce que EDF était pas du tout prête pour aller en bourse, ni dans ses comptes, ni dans sa façon d'être gérée, et donc il a fallu préparer complètement l'entreprise. Donc il y a eu tout ce travail de préparation en amont, ça c'était une très belle opération. Ensuite, il y a eu le sauvetage de France Télécom. France Télécom, Orange a été en quasi-faillite. Il a fallu monter à l'époque un grand plan de restructuration justement. Et on a fait une augmentation de capital de 15 milliards d'euros. C'est pareil, c'était un record incroyable. C'est des chiffres qui nous semblent qui un peu fous aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et il se trouve que l'État a souscrit à la moitié parce que l'État était actionnaire à 50%. C'était après la vague d'acquisition. C'était après la vague d'acquisition. Ils avaient acheté Orange trop cher, je crois qu'ils avaient 47 milliards de dettes. Et cette dette, ils n'ont pas pu la refinancer à un moment donné. Et ils ont été en quasi faillite. Et il y a eu un grand sauvetage sous l'égide de Thierry Breton. Et donc, il y avait une partie augmentation de capital. Ça, c'était une opération majeure que nous avions réalisée. Ensuite, il y en a eu des tas de plus petites. Par exemple, j'étais assez connue pour avoir fait beaucoup d'opérations dans l'immobilier. Donc, j'ai introduit en bourse Kaufmann & Broad, Nexity, Mercialis. Ça a été aussi l'ouverture de certains segments qui n'étaient pas du tout présents à la cote. Et ça a toujours été mon grand plaisir, ça a été de pouvoir innover
Par exemple, on a introduit en bourse, maintenant on parle du private equity qui est coté, CVC qui va s'introduire en bourse, et que c'est Aventin qui l'a fait, mais moi j'ai fait une opération pour Apax France qui était Altamir, qui était la première société de private equity qui se cotait sur la bourse de Paris. Donc toujours un esprit d'innovation qui était très grand. De belles années dans l'equity capital market et puis une transition. En 2008, vous prenez la co-direction de l'activité conseil en financement et restructuration au niveau Europe pour la banque Rothschild. De la même manière que pour le CM, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le restructuring et ce qu'il était à l'époque, parce que 2008-2010, on est juste après la crise des subprimes et donc j'imagine une activité intense pour ce métier-là à cette époque. Oui, tout à fait. Alors, conseil en restructuration, il s'agit lorsqu'une entreprise est en difficulté par rapport à une situation d'endettement qui est trop importante ou par rapport à une situation de cash flow qui manque, donc elle doit renégocier sa dette et elle est face à des créanciers qui sont des créanciers bancaires ou obligataires et donc elle a besoin de renégocier avec l'ensemble de ses créanciers et de construire un plan de restructuration. Ce plan de restructuration, il peut être complètement amiable, donc vous négociez dans un cadre qui est un cadre de négociation amiable, soit il peut se faire sous l'égide d'une législation exceptionnelle qui est en fait le droit des faillites, qui est en fait un droit spécifique qui vous permet de vous faire protéger par un tribunal pour faire ce qu'on appelle une sauvegarde, la Chapter 11 aux États-Unis, etc. Donc, vous avez le cadre préjudiciaire et puis le cadre qui est sous... Et l'entreprise, elle est souvent en très grand désarroi dans cette situation. Elle a souvent pas la force de frappe pour pouvoir négocier. Et donc, elle se fait assister d'une banque conseil, qui est forcément une banque conseil indépendante, c'est-à-dire une banque, elle peut pas prendre comme banque conseil son principal créancier qui a un conflit d'intérêts. Et donc, c'est développer ce métier, donc un certain nombre de banques d'affaires ont cette spécialité ou ne font que ça. Et c'est un métier qui s'est développé au départ aux États-Unis. Donc, puisque aux États-Unis, lorsque vous rentrez en Chapter 11, vous êtes obligé par la loi d'avoir un conseil indépendant, une banque conseil. Donc, en fait, c'est la législation américaine qui a imposé ce métier aux États-Unis. C'était Lazard et Rothschild qui se partageaient très largement le gâteau cette manne. Et donc, c'est un métier qui est un métier où vous percevez des commissions. Vous êtes souvent payé sous forme de retainer, donc avec des commissions tous les mois ou tous les trimestres, et vous menez cette restructuration. Donc, quand j'ai repris cette activité en 2008, donc en fait, ce qui s'était passé, c'était que nous avions décidé ABN AMRO a été racheté dans une grande OPA fin 2007, donc la JV s'était terminée, et nous avions décidé chez Rothschild d'amorcer cette reconversion vers le conseil en equity capital market. Et il s'est trouvé que il y a eu la crise de 2008 et de façon assez visionnaire, Rothschild s'est dit qu'il allait se passer pas mal une vague probablement de grands risques dans les entreprises et donc qu'il fallait se structurer et monter une équipe vraiment solide. Et ce que j'ai pu importer à l'époque, c'est j'ai eu deux visions en fait. La première, c'était qu'il fallait construire la même expertise que celle qu'il y avait aux États-Unis, donc un grand professionnalisme. Et la deuxième chose, c'était qu'il fallait que ces négociations se passent dans un processus qui était un processus normé, dans un calendrier avec des étapes, et qu'il fallait faire rentrer les parties prenantes pour arriver au résultat le plus rapide possible et le meilleur possible. Alors, c'est jamais parfait, hein, mais il fallait rentrer dans un processus d'organisation de type corporate finance, comme par exemple une opération d'introduction en bourse. Donc, c'est une opération un peu commando où vous avez des étapes, un calendrier, etc. Donc, c'est ce qu'on a importé à l'époque, à la fois à Paris et dans l'ensemble de l'Europe chez Rothschild. Et il s'est trouvé que justement à ce moment-là, vous avez eu, mais je sais pas, 80% de LBO qui nécessitaient une renégociation. Parce que vous aviez des covenants financiers qui n'étaient plus respectés, la dette devenait exigible, il fallait tout renégocier. Et comme Rothschild avait une assez grande proximité avec les acteurs du private equity, on a très vite, en fait, gagné beaucoup de mandats dans ce secteur.
Et on s'est positionné plutôt parce qu'en fait maintenant les créanciers aussi ont commencé à prendre des conseils quand ils ont vu que les prêteurs prenaient des conseils. Donc il y a eu plutôt un positionnement où les banques certaines sont mis plutôt du côté des corporates, certaines plutôt des créanciers, parce que maintenant vous avez des banques comme Houligan Lokey, comme d'autres, qui se positionnent pour conseiller les banques aussi dans ces opérations. Donc en fait l'objectif c'est de construire un plan avec l'entreprise crédible, et un plan qui amène à ce que vous puissiez amortir la dette. Quelquefois, vous demandez des efforts aux créanciers qui consentent à faire un sacrifice sur leur dette pour que la société soit sauvée. Parce que tout le monde a intérêt à ce que la société soit sauvée. Personne n'a intérêt à ce qu'elle soit liquidée. Et quelquefois, vous proposez aux créanciers de convertir en capital. Donc, il y a plusieurs formules que vous mettez en place. Donc, ça a été une période assez fascinante, avec une explosion d'activité incroyable. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples, justement, de missions que vous avez eu à gérer pendant cette période. Peut-être une comme conseil d'une entreprise ou d'un fonds, et l'autre comme conseil des banques ou des créanciers? Alors, assez peu comme conseil des créanciers, mais j'aimerais vous en citer deux pour montrer que quelquefois ça réussit, quelquefois ça réussit pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la restructuration de Kaufmann et Broad, donc qui a failli mener à la disparition de PAI. Et donc, on a restructuré toute la dette de Kaufmann et Broad de manière à sauver la société. Et puis, en fait, que PAI récupère quand même un peu sa mise. Et après, j'étais assez fière de voir que PAI a pu réintroduire en bourse Kaufmann et Broad et que la société était bien sauvée. Donc ça, c'est un exemple positif. Un exemple positif. Après, négatif, peut-être, des exemples d'échecs. J'étais conseil de Christian Lacroix, le grand couturier, qui voulait sauver sa maison de haute couture et qui n'a pas trouvé d'investisseur. Donc malheureusement, il a dû fermer la maison de haute couture et puis arrêter son activité de mode et j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu l'aider davantage parce que c'était un grand créateur, un grand artiste. C'est un grand artiste, mais malheureusement, il a dû mettre fin à son activité de haute couture. D'ailleurs, j'en profite puisque vous êtes une experte en restructuring. Il y a une société française qui va pas très bien en ce moment, c'est Atos, qui est en difficulté. Votre pronostic ou votre analyse de cette situation? Alors, je suis pas directement impliquée pour Atos et BNP Paribas est un grand créancier d'Atos, donc je vais pas pouvoir commenter davantage. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé pendant cette période-là aussi, qui a été très favorable, c'est que sous l'égide d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, il y a eu toute une rénovation en fait du système légal français autour du droit des faillites. Donc l'implantation du Chapter 11, ce qu'on appelle la sauvegarde en droit français, et donc il y a maintenant la capacité en fait, en vous protégeant sous l'égide du tribunal de commerce, de négocier. On va voir quelle formule adoptera Atos. Et donc il y a dans ce genre de circonstances, en fait, tout le monde doit faire des efforts. C'est-à-dire qu'on demande des efforts. À faire tout le monde a un peu de concessions, finalement. Voilà, des concessions. Alors, c'est les actionnaires qui vont perdre, hein, je pense. Ça, c'est la loi du capitalisme. Les créanciers font des efforts. L'entreprise doit faire des efforts pour elle-même abaisser ses niveaux de coûts et se retrouver une capacité à générer du cash flow. Et puis, la question, c'est comment quantifier ces efforts entre les créanciers obligataires, les créanciers bancaires, etc. En tant que banque, nous, on est là pour soutenir les entreprises dans la durée et faire en sorte d'assurer la pérennité des entreprises qui sont dans ce genre de situation. Et je vous donnerai un exemple parce que là j'étais impliquée et que c'est terminé, donc c'est plus facile de commenter parce que la société en plus est cotée, c'est Casino. C'est que vous voyez Casino, il n'y a pas eu un magasin fermé. Bon, c'est sûr que l'actionnaire de départ a tout perdu, mais l'entreprise a quand même été sauvée. Et les banquiers ont soutenu et continuent à soutenir l'entreprise dans sa nouvelle formule avec ses nouveaux actionnaires. Donc je pense que c'est ça l'objectif. Et on est maintenant dans un cadre, je pense, sur Atos où on devrait y arriver. Une bonne restructuration, c'est quand tout le monde est un peu content, il y a trouvé le bon compromis, la bonne concession. Oui, ou le moins mécontent possible, parce que je pense que tout le monde est toujours un peu frustré, effectivement, d'en être arrivé là. Et ce qui est toujours frappant dans ce genre de situation, c'est à la fois la rapidité de la crise
Et puis le fait qu'on s'aperçoit que c'est pas seulement une erreur, c'est une série d'erreurs. Donc il y a à la fois des erreurs managériales, des erreurs stratégiques, des situations d'endettement qui ont été construites, qui sont mal construites, avec des échéances qui sont trop courtes. Ensuite, on a vécu dans une période, faut pas l'oublier, de taux d'intérêt qui était très bas. Donc les charges financières, vous les voyez à peine sur votre compte de résultat. Quand les taux d'intérêt réels deviennent plus importants et qu'en plus votre risque se dégrade, les charges financières pèsent. Donc c'est tout cet enchaînement qui peut provoquer assez vite et souvent on constate aussi que c'est un sujet de gouvernance. Chez Atos, je ne sais pas combien de CEO, de CFO on a depuis 5 ans, mais vous voyez bien que quand il n'y a pas de stabilité de management, c'est en général pas un terrain très favorable non plus. On arrive au chapitre 3, Sophie Javary, de votre riche parcours. On est en 2010, vous quittez la banque Rothschild et en 2011, vous rejoignez BNP Paribas. Pourquoi ce choix ? Alors, d'abord, effectivement, BNP Paribas souhaitait me recruter. Ça n'a pas été une décision facile de quitter Rothschild, mais inversement, si vous voulez, d'abord, le restructuring, je voulais pas en faire toute ma vie. Vous le disiez, c'est un métier où tout le monde sort plutôt quand même mécontent. C'est un métier dur, c'est un métier exigeant, c'est un métier avec un tout petit nombre de spécialistes et moi, je préfère les opérations où il y a beaucoup plus d'optimisme donc il y avait le restructuring j'en avais fait 3 à 4 ans. Je voulais pas faire ça toute ma vie de banquier d'affaires. Ensuite, j'étais associé gérant parmi, je crois à l'époque 17 chez Rothschild. Il y avait plus de progression possible. Tandis que BNP Paribas m'a recruté en me disant mais vous êtes promis à un poste de management et j'ai toujours aimé le management. Donc j'ai toujours aimé gérer des équipes. Et donc, je considérais que chez BNP Paribas, j'avais plus de capacité, si vous voulez, de prendre la responsabilité réelle en direct, ce qui a été le cas, puisque, en fait, en 2014, j'ai été nommée à la tête du corporate finance, donc c'était tout le métier du M&A et de l'equity capital market au niveau européen. Et ça, c'est un poste que j'aurais pas pu avoir chez Rothschild. Donc, effectivement, les perspectives qui m'étaient offertes chez BNP Paribas étaient, à l'époque, assez attirantes. Alors effectivement, vous allez exercer aussi plusieurs métiers sur différents postes. Vous avez été successivement managing director pour la banque d'investissement au niveau de l'Europe entre 2011 et 2014, responsable, vous l'avez rappelé, de toute la corporate finance pour la zone IMEA entre 2014 et 2018. Et vous êtes aujourd'hui, depuis 2018, vice-chairman CIB pour la zone IMEA toujours, de BNP Paribas. Revenons sur votre rôle actuel. Pouvez-vous le définir ? Quelle est votre fonction, vos missions, votre rôle pour BNP Paribas ? En gros, vice-chairman, concrètement, ça veut dire quoi au quotidien ? CIB, ça regroupe quelle activité ? Et IMEA, pareil, c'est quoi le périmètre ? Alors, le périmètre géographique, c'est assez simple, c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ensuite, CIB, c'est la banque c'est la banque de financement et d'investissement. Donc, en fait, c'est la banque qui traite avec les grands clients institutionnels et corporate. C'est la banque de marché et c'est la banque d'affaires. Je simplifie, mais ce sont ces métiers-là, par opposition à la banque de réseau, à la banque commerciale, qui traite des plus petites entreprises et des particuliers. Ensuite, c'est la banque internationale, c'est la banque qui est présente dans tous les pays dans lesquels nous sommes. Donc, vice-chairman, en fait, c'est une fonction qui est essentiellement commerciale. Donc, en fait, je traite des grands clients en direct. Je suis sponsor sur beaucoup de clients. C'est-à-dire qu'il y a un senior banker, mais qui est soit plus junior, soit qui a besoin de soutien au niveau de la direction générale. Et donc, je suis sponsor et je l'aide dans sa relation commerciale. Je peux aussi diriger ou sponsoriser des grandes opérations un peu emblématiques de banque d'affaires pour lesquelles il y a besoin de quelqu'un qui a l'expérience. Je vous donnerai un exemple, c'est la privatisation de la Française des Jeux où je pilotais les équipes. Ensuite, je représente
représente la banque dans un certain nombre d'instances de type Europlace ou de type de position de place qui doivent être prises. Et moi, je pousse beaucoup pour la modernisation des marchés de capitaux, pour le fait qu'on ait encore plus des marchés, notamment des marchés actions qui soient les plus dynamiques possibles. Et la banque prend des positions là-dessus, ou doit être force de proposition, ou doit répondre à des consultations. Et donc, je coordonne tous ces aspects-là. Et je représente la banque dans différentes instances. Je suis à la commission consultative émetteur de l'AMF, donc c'est assez varié. Et puis, je peux mener des projets qui sont des projets un peu multifacettes. Par exemple, j'ai monté un fonds de private equity franco-chinois avec le fonds souverain CIC, avec Euraseo. Et j'ai piloté ce projet, je continue à le gérer. Donc, je suis un peu... je peux être un peu à tout faire sur des grands projets de ce type et de soutenir en général, comme maintenant, ça fait longtemps que je traîne ma barque dans ce métier-là, de pouvoir mettre à profit mes contacts et mon carnet d'adresses pour l'ensemble des équipes. Des attributions assez larges finalement, et dans le cadre de ces missions, alors vous en avez parlé, vous êtes intervenu sur de nombreuses opérations emblématiques. Je vais en citer deux. Il y en a une, vous en avez déjà parlé, vous avez coordonné la privatisation et l'IPO de la Française des Jeux en 2019, et l'autre c'était l'IPO d'OVH, une société tech française. Deux opérations emblématiques en France de ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces opérations en partageant votre vision d'insider ? Alors, Française des Jeux, c'est une privatisation dans un secteur qui est très réglementé. Donc, il fallait à la fois négocier la licence en fait d'opérateur de jeu que Française des Jeux devait avoir, et puis préparer l'introduction en bourse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire construire l'argumentaire d'investissement qui va convaincre les investisseurs que c'est une bonne société, mettre en place avec la société la façon dont elle va communiquer sur son argumentaire d'investissement, donc ce qu'on appelle dans notre jargon l'equity story, former le management pour qu'ils puissent parler aux investisseurs, et puis aussi parler de valorisation, puisque vous savez que les privatisations en France, comme on ne veut pas brader les actifs publics, il y a une commission de privatisation qui doit avaliser le prix d'introduction. Donc l'État donne son accord sur la valorisation. C'est pas l'État, c'est une commission indépendante en fait, d'experts indépendants, qui pour le compte des contribuables, l'État et de tous vous et moi, doit approuver le fait que la FDJ soit privatisée à tel et tel prix. Donc il y a tout l'aspect valorisation, évaluation. Donc c'est l'ensemble des équipes qui travaillent. Donc nous étions à l'époque conseil de l'État, et l'État donc cherche évidemment à optimiser aussi la valeur pour le compte du bienfait de l'État. Donc quelles étaient les motivations de l'État à l'époque? Les motivations, alors c'était une motivation, je pense, à la fois de recettes budgétaires, et puis une motivation aussi de renouer avec un actionnariat populaire. Donc en fait, on a à cette occasion, si vous voulez, fait une grande opération d'offres aux particuliers avec vous vous rappelez peut-être d'une campagne de publicité assez massive à la télévision, et donc il fallait discuter avec l'État de quels avantages on donnait aux particuliers pour souscrire à cette opération. Il y a eu 500 000 souscripteurs, donc c'était beaucoup. Donc c'était d'en faire une opération politique. En fait, les privatisations sont très souvent des objets politiques. C'est l'occasion pour un ministre de l'économie et des finances de se mettre en valeur sur un élément de sa politique. Et puis, je pense que c'est une occasion de faire gagner de l'argent aux Français. Enfin, ça a été une bonne opération pour les Français. Donc ça, c'était la Française des Jeux. Sur OVH, c'est entièrement différent. C'est une success story assez incroyable. Donc, vous avez Octave Klaba qui est arrivé en 4e, en fait, à Roubaix, de sa Pologne natale. Il a appris le français, il est devenu ingénieur, et il a créé cette société avec son père, son frère, etc. Enfin, c'est une famille absolument remarquable. Et donc, qui a créé ce champion du cloud français. Bon, et qui n'a pas peur de se mesurer à Google. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut voir que les gens qu'ils ont en face, c'est Amazon, Google, Microsoft, donc c'est pas rien. Et donc il a créé ce métier en fait de cloud. Et alors nous l'avons conseillé d'abord chez BNP Paribas pour faire rentrer des investisseurs financiers au capital. Il en avait besoin pour accélérer sa croissance. Et ensuite il a voulu s'introduire en bourse pour lever du capital encore une fois.
pour continuer à accélérer son plan d'investissement, et puis aussi pour avoir une image publique plus forte, et donc nous avons accompagné donc OVH sur cette opération. Et là, la société était assez prête. Bon, elle était plus petite par rapport à la Française des Jeux, elle était assez prête, mais il fallait quand même avoir des projections financières, des IFRS, tout l'aspect comptable et de reporting financier d'une société qui s'introduit en bourse, expliquer le métier aux investisseurs et puis monter l'opération. Et donc, c'était une opération qui a été en fait assez réussie. Donc, depuis, le parcours est un peu plus heurté. Moi, je pense que ça va assez vite revenir. Mais en tout cas, j'étais assez fière, si vous voulez, quand vous regardez cette première génération d'entrepreneurs qui est assez jeune encore et qui arrive à amener sa société sur les fonds baptismaux de la bourse et avoir cette reconnaissance par les marchés. On vient de mentionner ces 2 opérations emblématiques. Aujourd'hui, le marché, il est un peu plus difficile. Il y a l'inflation, il y a la hausse des taux d'intérêt qui durcit les conditions de financement des entreprises. Il y a aussi des tensions géopolitiques. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, oui, elle est plus difficile, mais en même temps, les marchés boursiers se portent assez bien. Quand vous regardez la performance des indices, voilà, les indices actions. Ensuite, certes, les taux d'intérêt sont plus élevés, mais pareil, les marchés obligataires sont assez actifs, et le marché du high yield qui finance les sociétés qui sont pas investment grade est assez actif, avec des taux qui ont plutôt baissé par rapport à septembre dernier. Si on compare, il y a probablement 1% de baisse. Donc, les marchés sont pas si mauvais que ça. On vient de faire avec grand succès l'introduction en bourse de Planisware. Vous regardez... Après un report, mais on a réussi à ressortir assez vite. Donc, vous voyez, c'est quelques mois de report. Donc, finalement, la société est très contente. Galderma s'est faite en Suisse. C'est bien réussi. Là, en ce moment, il y a l'introduction en bourse du groupe barcelonais de cosmétiques qui s'appelle Puig, qui va, je pense, bien fonctionner. Donc, en fait, on est quand même dans une conjoncture qui est pas si mauvaise que ça. Ce qui... Et qui est même un peu paradoxal par rapport à des tensions géopolitiques qui sont... Oui, alors je pense qu'il y a n'oublions pas, il y a des tensions géopolitiques qui sont assez élevées. Je pense pourquoi, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de liquidités dans le monde. Il y a un taux d'épargne qui est assez élevé. Donc ce taux d'épargne, il cherche à s'investir. Ensuite, je pense que la hausse des taux d'intérêt est en grande partie derrière nous. Les banques centrales commencent à donner des signaux qu'elles vont baisser les taux. En tout cas, elles ont dit clairement qu'elles n'allaient pas les réaugmenter. L'inflation, quand vous regardez les indices macroéconomiques, l'inflation est en retrait. Donc, vous avez quand même des lueurs d'espoir. Ensuite, vous avez les États-Unis restent un moteur de croissance qui fonctionne très très bien. Donc, en dépit des incertitudes, finalement, la sphère financière continue à bien fonctionner. Moi, je dirais que c'est essentiellement parce qu'il y a des liquidités qui cherchent et qui cherchent d'autant plus à s'investir que justement, comme les taux d'intérêt sont élevés, ont besoin de se déployer sur ces différents marchés. Et puis, il y a une assez grande efficience. En fait, vous voyez à quelle rapidité les marchés réagissent. Dès qu'une société arrive avec succès à s'introduire en bourse, vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui suivent très, très vite. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des soubresauts dans le reste de l'année. Mais fondamentalement, les résultats des entreprises sont bons. Quand vous regardez les publications de 2023, les entreprises en général vont bien. Les résultats, et aussi vous avez fondamentalement des secteurs qui portent l'économie, que ce soit la tech, que ce soit la santé. Donc finalement, je crois qu'il n'y a pas de raison d'être complètement pessimiste, alors même que, comme vous l'avez dit, il y a un contexte... où il y a quand même des guerres pas très loin de chez nous, des tensions géopolitiques qui restent très très fortes et des incertitudes politiques. Quels sont les principaux axes de développement de BNP Paribas sur la CIB dans les prochaines années ? Alors, premier axe de développement, c'est de continuer à consolider notre position en Europe. Vous voyez, on est devenu la deuxième banque en Suisse. Quand Crédit Suisse a été racheté par UBS, ça a laissé beaucoup de place pour qu'on puisse... Donc, on continue à consolider notre position en Europe. C'est certainement l'Asie et puis l'Amérique. Donc, c'est de consolider vraiment de
prendre des parts de marché. Ensuite, c'est de développer encore le métier de la banque d'affaires, notamment dans le conseil en fusion-acquisition. Donc, on continue à déployer nos équipes et on gagne des parts de marché. Et puis, il y a encore et puis développer notre part de marché, par exemple, avec les acteurs du private equity, avec les acteurs d'infrastructure. On met beaucoup l'accent sur le financement de la transition énergétique. Donc, on a créé un groupe qui s'appelle Low Carbon Transition Group, donc qui est un groupe de banquiers, à la fois banquiers d'affaires et banquiers de financement, qui se focalise sur les sujets d'hydrogène, le sujet des batteries, sur tous ces sujets en fait de nouvelles technologies sur la transition énergétique. Ça, c'est un grand axe de développement. Donc voilà, et surtout d'approfondir et d'augmenter notre positionnement de banque européenne. À la faveur du Covid, pendant le Covid, beaucoup de banques américaines ont beaucoup moins soutenu les entreprises européennes. Nous, on a toujours été là, on a déployé beaucoup de financements et je pense que les entreprises s'en souviennent. Et donc, on veut capitaliser sur cette image qu'on a laissée pendant le Covid. Alors, j'aimerais vous poser maintenant quelques questions sur le métier de banquier d'affaires. D'abord, comment définiriez-vous aujourd'hui le rôle du banquier d'affaires en 2024 ? Alors, le rôle du banquier d'affaires, c'est de conseiller ses clients dans des opérations atypiques. Donc, un client ne s'introduit pas en bourse tous les jours, il ne fait pas une cession ou une acquisition tous les jours. Donc, il fait son métier, mais il a besoin, dans des circonstances et des opérations qui sont exceptionnelles et atypiques, de s'adjoindre les conseils d'un expert, d'un spécialiste qui fait ça tout le temps. Donc ça, c'est le rôle du banquier d'affaires, c'est celui de conseiller. Alors c'est aussi le fait de susciter les opérations, c'est-à-dire de soit proposer des idées d'acquisition ou de cession aux clients, soit d'imaginer des schémas de rapprochement et de les présenter. Donc il y a un effort, enfin il y a aussi un effort de générer les opérations et d'aller les présenter aux clients dans un climat de confiance avec ce client. Et puis ensuite c'est l'exécution des opérations. Donc, c'est très important qu'une fois que vous avez le mandat, de réaliser l'opération dans des conditions de qualité, de suivi, de soins. Et ensuite, dans un climat d'éthique qui doit être irréprochable. Très souvent, nous traitons avec enfin, en fait, la matière, c'est de l'information confidentielle. C'est de bâtir un lien de confiance qui fait que vous savez garder le secret, vous savez mesurer votre parole, vous êtes très attentif au respect des règles et vous le faites donc avec un comportement qui est irréprochable. Même si vous êtes dans une négociation dure, vous le faites d'une façon qui fait que vous êtes respecté au fil du temps. On a parlé au départ de vos premières années dans la banque d'affaires. Est-ce que le rôle du banquier d'affaires, il a évolué entre votre début de carrière et aujourd'hui ? Ou est-ce que finalement c'est à peu près le même métier, c'est juste les outils qui ont changé? Il a beaucoup évolué. Bon, je vous parlais à la fois de l'importation des techniques anglo-saxonnes. Je vous parlais de la standardisation des opérations. Donc, je pense que c'est un métier maintenant qui est devenu assez technique, qui est devenu beaucoup plus spécialisé. Je vous parlais aussi de la sectorisation. Auparavant, on disait qu'un banquier d'affaires pouvait être généraliste. Il y a certes quelques-uns très doués qui continuent à être très généralistes, mais beaucoup d'un banquier d'affaires maintenant se spécialisent soit sur une catégorie de clientèle, soit sur un secteur. Ensuite, ça s'est énormément professionnalisé dans la façon de construire. Avant, les mandats étaient un peu donnés, intuitus personné à la tête du client. Maintenant, systématiquement, vous avez des appels d'offres, vous avez des choses très formalisées en fait, parce que à la fois les entreprises veulent être sûres qu'elles font les bons choix, qu'elles le font de façon objective. Donc, la capacité de vous vendre, ce qui n'a pas changé, c'est l'aspect concurrentiel. Ça s'est même accentué. C'est un métier qui est extrêmement exigeant et concurrentiel. Donc, en fait, il y a probablement sur chaque opération une dizaine de banques d'affaires qui peuvent faire le métier aussi bien l'une que l'autre. Et donc la différence, c'est effectivement la qualité de la prestation. Ce qui n'a pas changé, je pense, c'est effectivement l'exigence de qualité et c'est cet aspect de réputation et de respect
qui doit être construit dans la durée par les professionnels dans ce métier-là. Quelles sont les principales qualités pour exercer en banque d'affaires et est-ce que ces qualités sont les mêmes pour les banquiers juniors et pour les banquiers seniors? Alors, pour les principales qualités, je pense qu'il y a rigueur, ardeur au travail et agilité et rapidité. Donc, je pense qu'il faut être intellectuellement rapide et c'est pour ça que les gens aiment bien la banque d'affaires, c'est qu'il y a un aspect, il y a un aspect en fait de stress, mais de stress dans le sens positif, qui est presque addictif en fait. Donc cet attrait du deal, cette volonté de vouloir faire des opérations et de le faire, ça c'est des qualités. Ensuite, je pense qu'il y a des qualités aussi d'expression, à la fois écrite et orale, capacité à synthétiser, capacité à comprendre les chiffres très rapidement, qui sont des qualités d'un bon banquier d'affaires, et une aisance relationnelle. Donc, il faut être à l'aise avec les clients, dans la capacité de les convaincre, dans la capacité. Et ensuite, il faut un certain sens politique, parce qu'il faut savoir qui est le bon décideur, comment à l'intérieur de la banque mobiliser les bonnes compétences, comment chez le client arriver à percer, bien connaître votre client. Donc, ça j'appelle ça sens politique, mais je pense que c'est important. Alors après, une des difficultés de ce métier, c'est que on ne demande pas les mêmes qualités aux seniors qu'aux juniors. Je crois que c'est un peu la même chose d'ailleurs dans le conseil stratégique. Au début, en fait, vous faites énormément de modélisation, énormément de mise en forme de documents. Vous n'avez pas énormément d'interaction avec les clients. Sinon de façon un peu exceptionnelle, et donc vous êtes un peu une petite main au service des seniors, et donc il faut arriver à apprendre par osmose, et puis tout d'un coup quand vous arrivez au poste de directeur, sous-directeur, directeur, là on vous dit c'est très bien, mais ton futur c'est de savoir avoir des mandats et de aller chercher des chiffres d'affaires et aller chercher des clients, et là c'est plus tout à fait les mêmes qualités, c'est plus cet aspect relationnel, cet aspect aisance politique, etc. qui compte. Et vous le faites, et donc, et effectivement, tout en gardant tout votre socle, en fait, qui était les fondations de ce que vous êtes, de ce que vous faites, mais ce qu'on vous demande et ce sur quoi on vous juge, c'est différent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, d'abord, il faut en être conscient, donc assez tôt dans sa carrière. Ensuite, il faut saisir toutes les occasions de pouvoir développer ses qualités commerciales, en fait, tôt dans sa carrière. Donc, demander à faire partie des présentations, demander à aller chez le client, développer son réseau, et démontrer, si on ne peut pas le démontrer à l'externe, mais en interne, qu'on a ces qualités commerciales, tout en faisant bien ce qu'on vous demande de faire. Donc, je pense que ça, c'est un des défis de la banque d'affaires. Bon, maintenant, on est tous passés par là, donc, et je pense que c'est un peu général. Dans le conseil, je pense que c'est la même chose. Quand vous rentrez dans un grand cabinet de conseil, au début, on vous demande pas de décrocher des clients et des contrats, mais quand vous êtes partenaire, vous ne l'êtes que parce que vous avez décroché des contrats. Donc je crois que c'est en fait un peu inhérent à ces métiers de service de très haut de gamme. Vous devez à la fois assurer la qualité de service, mais convaincre vos clients que vous allez leur délivrer la qualité de service et que vous allez le faire mieux que votre concurrent. Et tout ça, c'est en général avec des cerveaux qui sont en général bien construits autour de vous. Et dans un climat... Alors, il faut apprendre aussi par osmose. Je pense que souvent, on côtoie... quand on est jeune, on fait partie d'une équipe et il faut bien observer les comportements des gens pour qui on travaille, leur demander conseil et puis apprendre un peu à oser... se mettre en avant de façon astucieuse en le dosant avec astuce, mais ça fait partie aussi de tout ce que les jeunes doivent effectivement apprendre sur le terrain. Alors, la banque d'affaires reste aujourd'hui un milieu majoritairement masculin au sens où plus d'hommes que de femmes exercent aujourd'hui ces métiers. À votre avis, Sophie Javary, pourquoi les femmes sont-elles tout simplement moins présentes en banque d'affaires ?
Alors, c'est vrai. Et encore une fois, je me vois quelquefois sur les écrans, vous savez, avec ces Teams où il y a 25 personnes et quelquefois on est 2 femmes sur 25 et donc je trouve ça assez effrayant. Mais donc je pense que c'est vrai. Alors c'était certainement vrai il y a une trentaine d'années. Ça l'est moins maintenant. Et bon, le premier message, c'est que les jeunes femmes, faut vous précipiter dans ce métier-là parce qu'on n'attend que vous. Donc je pense que les femmes ont vraiment un atout énorme à jouer parce que les banques ne veulent plus avoir des équipes exclusivement masculines, donc on aidera les jeunes femmes dans leur carrière. Et je crois que c'est vrai aussi dans les cabinets de conseil, enfin dans ces métiers-là. Pourquoi on en a peu? Je pense que, si vous voulez, il y en a autant à l'entrée, mais il y a un taux de déperdition en fait des jeunes femmes entre 30 et 40 ans qui est beaucoup plus élevé qu'un taux de déperdition chez les hommes. C'est lié à un certain nombre de facteurs qui sont quand même liés au fait qu'on construit beaucoup sa carrière entre 30 et 40 ans, et c'est souvent la période où les femmes ont des enfants, et où soit par manque de courage, manque d'aide, elles abandonnent la partie. Et alors, moi, ce que j'ai toujours essayé de leur dire, c'est, et elles abandonnent la partie plus, je pense, par fierté, de se dire, ah bah tiens, j'ai loupé telle promotion par rapport à mon collègue masculin qui j'aurais dû être nommé. Et donc, elles se disent, c'est injuste, etc. Et moi, je leur dis toujours, mais une carrière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas grave si vous êtes nommé directeur 1 an plus tard que le type qui est sorti de l'ESSEC en même temps que vous. On s'en souviendra pas quand vous aurez 45 ans, on s'en moquera complètement. Donc, il faut accepter peut-être de ralentir un peu sa carrière entre 30 et 40 ans si on a eu 1 ou 2 enfants, etc. C'est pas votre employeur qui vous fera ralentir, mais vous, si vous en avez besoin. Et puis, se dire qu'on relancera une fois que les enfants sont un peu plus grands, etc. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où il faut serrer les dents. Et c'est des métiers où il n'y a pas de miracle. On travaille quand même beaucoup. Donc, je crois qu'il y a un sentiment de culpabilité aussi qui existe chez les jeunes femmes. C'est beaucoup plus complexe culturellement que en fait, c'est pas les entreprises qui créent ces barrières. Certainement pas dans le monde actuel. Il y a eu, je pense, il y a une trentaine d'années, moi j'ai été confrontée à ça, il y avait des propos machistes, il y avait une ambiance où vous pouviez vous dire, des réflexions qui étaient un peu limites, ça n'existe plus maintenant, enfin, heureusement, ça a été quand même chassé par les entreprises. Donc moi je dis aux jeunes femmes, et je pense que tout le monde veut de la mixité, et même je pense que les hommes ont envie que les environnements soient mixtes. Ensuite, ce qui a changé, c'est que dans les entreprises, il y a beaucoup maintenant de directeurs financiers qui sont des femmes, des responsables M&A qui sont des femmes, et elles aiment bien avoir des équipes mixtes en face. Elles ne comprennent pas très bien. Donc on fait énormément d'efforts chez BNP Paribas pour contrer cet effet-là, pour protéger les femmes au moment où elles ont des congés de maternité, et pour créer des initiatives pour donner confiance aux femmes. Ensuite, je crois qu'il y a, et là c'est plus complexe et je m'adresse peut-être aux jeunes femmes dans votre public, je pense que les jeunes femmes n'ont pas, culturellement, elles n'ont pas conscience qu'il faut affirmer sa position de leadership très tôt dans sa carrière. Je pense que les hommes, soit parce qu'ils ont été éduqués en tant que garçons ou autres, ils ont envie d'être leaders et de s'exprimer dans les réunions et de prendre la parole, etc. Et que les jeunes femmes en prennent conscience un peu trop tard. Donc, il y a aussi cette prise de conscience qui doit être faite. Et pour ça, il faut aussi faire des programmes de formation, les aider. Mais je suis assez frappée, par exemple, dans l'industrie du private equity, combien il y a maintenant d'efforts pour féminiser ces filières. Et donc, je pense que c'est qu'une question d'années. Ça va venir très vite. Vous avez parlé d'un relatif équilibre au moment de l'entrée entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, et une déperdition, on va dire, entre 30 ans et 40 ans. Oui. Mais aujourd'hui, les filles, quand même, postulent moins que les garçons pour les métiers. Et sur 10 CV reçus par les banques, je pense qu'on a au moins 7, 8, voire 9 qui sont des CV de garçons. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes filles qui sont en école de commerce, qui sont en école d'ingénieur, parfois à l'université, pour postuler davantage? D'abord, leur parler de l'attrait de ces métiers financiers. Pourquoi on aime être dans la finance, et ça je pourrais revenir dessus. Ensuite, les encourager en leur disant que les portes sont grandes ouvertes. Donc je pense qu'il y a énormément de préjugés encore sur le fait que c'est des métiers d'hommes, etc. Ensuite,
les profs de finance, par exemple, c'est 90% dans les écoles de commerce, c'est des hommes. C'est ça qui est fou. Et donc, les écoles de commerce elles-mêmes, elles feraient mieux de se regarder dans les yeux et de se dire, on devrait avoir 50% de profs de finance qui sont des femmes. Mais ça, c'est une remarque à part. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses. Les hommes aiment beaucoup. Et ensuite, donc il faut encore faire plus de conférences dans les grandes écoles, plus attirer, montrer qu'il y a des possibilités de carrière et aussi ou des podcasts ou comme des celui-ci. Podcasts, voilà. Je vous en remercie. Et aussi qu'on peut. Moi, je suis mère de famille, j'ai eu 3 enfants. Enfin, on n'a pas parlé de ça, mais mes 3 enfants, ils ont. Je sais pas quel âge vous avez, mais ils sont pas forcément très loin de vous. Mais ils ont fait des bonnes études, ils sont en bonne santé, ils travaillent, ils ont des bons jobs. Donc, j'ai pas sacrifié ma vie de famille. Donc, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on sacrifie forcément sa vie de famille lorsqu'on fait ce genre de métier. Alors justement, vous avez, il y a beaucoup de raisons qui sont citées, vous en avez aussi abordé quelques-unes. Je vous propose un petit jeu, Sophie Javary. Je vais vous citer quelques raisons qui sont régulièrement mentionnées par les femmes. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord, un peu d'accord, pas trop d'accord, ou vraiment en désaccord avec celle-ci. Ça vous va ? Très bien, oui. Alors, vous en faites partie, mais l'absence de beaucoup de rôles modèles féminins dans la banque d'affaires. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça ? Oui, d'accord, oui. Une ambiance soi-disant machiste dans les banques d'affaires. Vous en avez parlé, vous pensez que c'est plus d'actualité, mais c'est une raison qui est quand même un peu donnée aux jeunes filles aujourd'hui. On a toujours cette vision-là dans les écoles d'une banque d'affaires comme un milieu un peu masculin, un milieu d'hommes. C'est la réalité objective, mais sur le plan subjectif que c'est machiste, c'est non. Ça, je suis pas d'accord. C'est peut-être une rémanence du passé, mais dans l'état actuel des choses, non. Au contraire. C'est absolument le contraire. La difficulté à concilier, et là vous en avez parlé encore une fois, la vie professionnelle et la vie personnelle avec effectivement ce sujet de double charge mentale. Et vous venez de le rappeler, vous êtes mère de 3 enfants et vous en êtes très bien sortie. Est-ce que là encore vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça ? Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je pense que d'abord, les jeunes pères, maintenant, ils en font beaucoup plus qu'avant. Donc, vous avez la chance dans cette génération que, je pense que... On prend notre part. On prend notre part, il y a des congés de paternité, enfin, il y a plein de choses. Et la société évolue aussi. Et la société a évolué. Je pense qu'un père qui dit à la fin d'une réunion, il faut que je parte parce que je dois aller chercher mon fils à la crèche ou je vais à une réunion de parents, il le disait pas il y a 25 ans. Donc, je pense que la société a évolué. Après, je constate que la charge mentale sur les jeunes femmes est très élevée. C'est-à-dire qu'il y a une pression pour qu'elles soient des bonnes mères qui est absolument dingue. Et donc, moi, je chasse ça. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est les réseaux sociaux, je sais pas si c'est... Mais elles se mettent à un niveau d'exigence. Par exemple, elles veulent allaiter jusqu'à 8 mois et elles pensent qu'elles sont des mères affreuses si elles le font pas. Enfin, je donne des petits exemples comme ça. Mais moi, de mon temps, c'était pas ça. Donc, donc je pense qu'il faut... C'est la société qui impose... Et je pense que c'est les réseaux sociaux. Et donc, il faut relâcher la pression sur le fait d'être une bonne mère ou pas. On est une bonne mère intuitivement. Et donc voilà. Donc, je pense que c'est pas du tout le sujet de la banque d'affaires. C'est un sujet, mais vraiment de société et de pression qui est mise. Et ensuite, après, il y a une question d'organisation. Je pense qu'il faut aussi savoir s'organiser. Il n'y a pas de miracle. Donc, si vous voulez absolument être à 4h30 pour sortir vos enfants, vous pouvez pas faire une carrière dans la banque d'affaires. Donc, il faut avoir une bonne jeune fille au père. Pour les hommes non plus aussi. Et pour les hommes non plus. Donc, voilà. Et ensuite, je pense que à l'intérieur des entreprises, comme je disais, il y a des moyens d'aménager son temps. Nous, il y a des jeunes femmes, on leur a dit, si vous voulez être 4/5e, c'est possible. Donc, je pense qu'on peut... Et je crois que l'erreur que font les jeunes femmes, moi, je l'ai vu très souvent, c'est qu'elles se mettaient sous une pression sans en parler. Je pense qu'il faut qu'elles libèrent un petit peu leurs paroles avec leur patron, en disant écoute, là, je viens d'avoir des jumeaux, j'ai un enfant de 3 ans, ça va être très compliqué pour moi. Et le patron va dire oui, pendant 1 an, je te mets moins sur des dossiers difficiles, etc. Je crois que c'est ça qu'il faut savoir faire. Et puis l'autre aspect, je trouve, c'est de garder un équilibre aussi personnel.
c'est aussi de faire attention à sa santé, quoi. C'est-à-dire que ce que j'ai vu souvent, c'est des gens qui négligent le fait que il faut faire un peu de sport, il faut faire attention à sa santé. C'est comme je disais, c'est un marathon. Vous n'allez pas courir un marathon si vous faites pas attention à garder votre bonne forme physique. Une autre raison évoquée, c'est le manque d'entraide entre les femmes elles-mêmes qui sont en banque d'affaires. Alors là, vous l'avez constaté? Je suis pas d'accord. Ah non, mais alors là, je suis entièrement pas d'accord. Et au contraire, c'est-à-dire, je pense que les hommes sous-estiment le niveau de réseau et de coopération entre les femmes. Et c'est une grande puissance. Moi, j'ai des amies femmes extraordinaires chez Lazare, dans toutes les banques. On s'appelle, on a confiance, on se donne. Et donc, au contraire, c'est un réseau extrêmement puissant et il faut en profiter. Et d'ailleurs, il y a un mot fameux qui dit qu'il y a un endroit spécial dans l'enfer pour les femmes qui s'entraident pas. Mais je pense que alors maintenant on appelle ça sororité ou je sais pas quel mot sociologique, mais je pense que c'est très puissant et qu'il faut en profiter. Il faut en profiter et que les hommes s'en rendent pas compte. Le message est passé. On parle aussi parfois d'un manque d'intérêt des femmes ou des filles, des jeunes filles, pour les métiers financiers, peut-être un peu mathématiques. Est-ce que c'est absurde ou est-ce que c'est un peu vrai ça quand même? Oui, je pense que c'est vrai, et ça on le voit pour les écoles d'ingénieurs, etc. C'est très très dommage. Ensuite, ce dont on se rend pas assez compte, c'est que je vous parlais du commercial, on parlait du relationnel, etc. La banque d'affaires, c'est un métier où on doit convaincre, où on doit construire des argumentaires et où les gens qui savent bien négocier et négocier dans la paix, négocier sans l'agressivité, réussissent très fortement. Donc ça, c'est des qualités féminines. Et moi, je sais qu'il y a eu plein de moments dans mes négociations où j'ai été capable de dire des choses dures à des clients, probablement plus facilement que ne l'aurait fait un homme. Et donc, je pense que les femmes ont des qualités et que la banque d'affaires, c'est pas seulement des chiffres. Hein. Au contraire, bien sûr, il y a un socle de chiffres. Et donc, je pense que... Et ensuite, ce qu'on vend pas assez, que j'explique, moi, pourquoi j'aime la banque, c'est que, c'est la variété des situations. Donc, c'est une très grande variété, vous vous ennuyez jamais. La qualité des interlocuteurs que vous avez. Ensuite, la troisième chose, c'est que dans la banque, vous voyez de multiples secteurs. Si vous travaillez au marketing chez L'Oréal, vous travaillez dans les cosmétiques, vous saurez jamais ce qui se passe dans l'énergie, vous aurez jamais à être confronté à l'automobile. Dans la banque, vous voyez tout le temps des secteurs différents. Et ensuite, dans la banque, vous êtes obligé, pour être un bon banquier, de comprendre la macroéconomie. Moi, j'aime beaucoup la macroéconomie. Mais donc, d'être capable de relier ce qu'a dit Jérôme Powell avec Trump qui va être élu et peut-être ce qui se passe un banquier, il doit être alerte sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe sur les marchés et le retranscrire sur la façon dont ça va impacter ses clients. Et ça, il n'y a pas d'autre secteur où vous avez ça. Donc je crois que peut-être que la banque n'arrive pas bien à se vendre. Mais c'est ça qui fait l'attrait du métier de banquier, que ce soit banquier d'affaires ou banquier commercial. C'est le fait de lier la microéconomie avec la macroéconomie. Vous voyez la vie des entreprises, plein d'entreprises, et en même temps, vous pouvez vous intéresser et comprendre ce que fait la Banque d'Angleterre, ce que fait l'évolution des taux d'intérêt, la courbe des taux, les valorisations des actions, etc. Je continue le petit jeu. Alors bien sûr, j'utilise le conditionnel. Les femmes auraient moins d'ambition que les hommes. D'accord ou pas d'accord? Oui, je pense pas d'accord. Et ça rejoint ce que je vous disais sur le leadership. C'est-à-dire que je pense qu'on n'apprend pas aux petites filles, aux jeunes filles, à être leader. Un garçon, on lui dira, mais oui, tu dois être le capitaine de ton équipe de foot, mais vas-y, gagne le championnat, etc. Et les jeunes femmes, on les met pas dans un esprit de gagne. Donc, je pense que c'est très culturel. Et donc, c'est l'ambition, c'est la niaque. Moi, j'avais une patronne américaine qui était assez féroce et qui disait « You must have fire in your belly ». Mais je pense que, oui, ça manque un peu. Et je pense que les grandes écoles n'entraînent pas assez cet esprit de niaque, en fait. Alors même que si vous passez un concours comme celui-là, vous l'avez, inhérent. Donc elles l'ont dans l'univers scolaire, les filles, puisqu'elles réussissent. Il y a plus de filles bachelières que de garçons bacheliers. Hein. Mais après, ça s'émousse. Dernière raison évoquée, les femmes auraient moins confiance en elles que les hommes. Oui, je pense que c'est vrai.
Et je pense que c'est vrai. C'est difficile de faire des généralités, mais je pense que c'est vrai oui, cette capacité à oser, cette capacité à s'imposer, cette volonté et cette confiance du fait qu'on peut transformer une entreprise, le monde, enfin, c'est un peu, mais cette volonté d'imprimer, en fait, sa marque. Je pense que souvent, les jeunes femmes l'ont pas de façon, enfin, le développent pas assez, et le développent pas assez tôt. Après, je pense que le temps des femmes n'est pas le temps des hommes. Je trouve que les femmes c'est assez impressionnant, les femmes qui ont été des grandes leaders, par exemple politiques, si vous regardez Golda Meir, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Angela Merkel, sont des femmes qui ont explosé. Elles n'ont pas explosé à 30 ans. Elles ont explosé à 50 ans. Et donc, je pense que les femmes ont peut-être un temps de maturation de leur capacité à s'imposer et à avoir confiance qui est peut-être un peu différent. Enfin, c'est peut-être... mais donc, il faut que les femmes se disent que peut-être ça prendra plus de temps, mais c'est pas grave. Et que, in fine, elles y arriveront. Vous l'avez rappelé, ça a quand même changé en une génération. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience de femme en banque d'affaires et en quoi les mentalités ont déjà changé entre vos débuts et aujourd'hui? Les débuts, on m'a appris... écoute Sophie, il faut que tu t'habilles pour qu'on voit que tu es différente d'une secrétaire. Vous imaginez? Donc en fait, il fallait pas qu'on nous confonde avec des secrétaires. Ça veut dire qu'il y avait tellement peu de femmes qu'une femme, c'était forcément une secrétaire. Donc ça, c'est plus le cas maintenant. Ensuite, je vous parlais de propos machistes. Oui, il y en avait, mais des terribles. Donc, vous avez un exemple à nous donner? Ou des propos méchants, mais moi, je me souviens de réunions chez Rothschild qui étaient fixées à 19h. Moi, je disais, de toute façon, je pars à 19h30 parce que je veux dîner avec mes enfants. Et on me disait, Sophie, je disais, bon, vous faites une réunion à 19h, ok, mais moi, je m'en irai à 19h30. Ah oui, Sophie, on avait oublié que tu étais aux 35 heures. Donc, devant tout le monde, devant mes équipes, etc. C'est un peu méchant. C'était pas spécialement machiste, pas très élégant. Donc voilà, donc je crois que oui, on en a tous eu. Après, il faut avoir la peau un peu dure et se bâtir une carapace, c'est pas très grave en fait. Et ensuite, c'est compensé par le fait que très souvent les clients vous reconnaissent pour ce que vous êtes, et donc il faut s'appuyer. Et ensuite, je pense qu'il faut s'appuyer sur la reconnaissance par ses propres clients. Les banques d'affaires mettent en place beaucoup d'actions pour attirer plus de femmes au niveau junior et les conserver sur la durée au niveau senior. Qu'est-ce qui est fait chez BNP Paribas? Alors chez BNP Paribas, on a créé toute une organisation, enfin pas une organisation, mais un groupe de travail qui s'appelle Women in Global Banking, où on fait donc à la fois des initiatives de mentoring, de coaching spécifiques pour les femmes. Ensuite, on fait en sorte de s'assurer que pour chaque candidature, il y a forcément une femme et un homme. Enfin, il y a au moins une femme dans la shortlist de tout poste. Ensuite, on fait du comptage. C'est très important d'avoir des KPI, en fait, et de mesurer les progressions. Donc, on est très rigoureux sur le fait de mesurer à chaque étape. Bien sûr, c'est égalité de salaire, de progression. Bon, ça, c'est inévitable. Ensuite, on essaye de pousser les jeunes femmes à candidater quand il y a des postes de responsabilité. On fait aussi des événements avec nos femmes clientes. Donc, c'est tout un ensemble d'initiatives et de viser à la rétention justement de nos jeunes femmes, de nos jeunes talents, et puis de partager des expériences. Ensuite, alors ça, c'est dans la partie banque d'affaires, mais au niveau global de BNP Paribas, au niveau du G100, des 100 cadres les plus élevés de la banque, il y a 40 femmes. Il y a des femmes qui ont des postes très importants de responsabilité chez BNP Paribas. Et ensuite, il y a un réseau de femmes qui s'appelle Mixity, qui est aussi très actif. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Et je dois dire que BNP Paribas, pour ça, est plutôt pionnière en la matière. Donc, il faut aussi choisir un employeur dont on a l'impression qu'il est plus actif que d'autres en la matière. Seriez-vous favorable aujourd'hui à une forme de discrimination positive avec des quotas réservés pour les femmes à chaque grade? Moi, je pense que oui. Je pense que des quotas, si vous voulez, c'est pas acceptable qu'on se retrouve, par exemple, avec un programme si on a un programme, un gradué de programme,
Un graduate programme, on doit avoir 50% d'hommes, 50% de femmes. Alors, est-ce que c'est des quotas, pas des quotas? Mais oui, alors après, on se dit que c'est peut-être 40, 60. Mais déjà, quand vous faites 40, 60, ça veut dire que si vous divisez 60 par 40, ça fait 50% de chance de plus pour les hommes. Donc, quand les hommes disent « Ah, mais on est discriminé par les quotas », non, pas vraiment, parce que quand c'est 40%, en fait, les hommes, ils ont quand même l'arithmétique. Donc, je pense que en tout cas, moi, je pense que ce qui est indispensable, c'est le comptage. C'est-à-dire il faut avoir des indicateurs, et il faut avoir des indicateurs managériaux pour se dire, voilà, on est à 35% de femmes, on veut être à 45, on veut être à 50, enfin, que sais-je, mais il faut avoir la construction d'une politique. Et il y a des quotas en dessous desquels c'est pas acceptable. Ensuite, il y a une initiative, par exemple, qui est assez intéressante, qui s'appelle Jamais sans elle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La banque est adhérente de cette convention. C'est pas mal d'entreprises du CAC 40. C'est qu'il n'y a pas un homme qui accepte de parler dans une conférence chez nous s'il n'y a pas une femme sur un panel. C'est-à-dire que aller dans une conférence et parler sur où il y a 3-4 et où il n'y a pas une femme dans le panel, il n'y a pas un homme de BNP Paribas qui acceptera. Donc, on a signé cette charte. Donc, vous voyez, c'est des initiatives comme ça, je trouve, qui sont importantes pour que, justement, vous parliez de rôle modèle. Si une femme va dans une conférence sur la banque d'affaires pendant une journée et qu'elle voit défiler sur le scène que des hommes, oui, elle va se dire, c'est pas moi, c'est pas fait pour moi. Tandis que si elle commence sur chaque panel à voir des femmes, elle va se dire, oui, en fait, il y a des femmes, c'est pas... Dernière question sur ce sujet. Quelles sont les qualités spécifiques des femmes par rapport aux hommes qui sont valorisables en banque d'affaires? Vous avez parlé de la négociation tout à l'heure. Il y a la négociation. Je pense que c'est une façon de faire des négociations qui est différente. Ensuite, je pense que les femmes ont une grande qualité qui est la capacité d'écoute. Vous verrez très rarement une femme couper la parole à un homme dans une réunion. Les hommes, ils ont une capacité à couper la parole des autres, mais qui est phénoménale, surtout des femmes d'ailleurs. Donc, un client à qui on coupe la parole plusieurs fois dans une réunion, il n'est pas très content. Donc, capacité d'écoute, ça c'est une deuxième chose. Ensuite, je pense l'aisance relationnelle, la capacité à nouer des amitiés, à se renvoyer la balle. Bon, il y a des hommes qui sont très doués pour ça, mais les femmes en général ont quand même plutôt cette aisance-là. Donc ça, je pense. Ensuite, moi, je l'ai vécu. Je pense que les femmes ont une capacité d'organisation. On parle de femmes qui ont plusieurs cerveaux, mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des enfants, vous êtes obligé de vous organiser, organiser votre famille, organiser votre vie. Donc la capacité d'organisation des femmes, et je pense en moyenne, alors c'est très difficile tout ça de faire des généralités, mais il y a des hommes très organisés et des femmes qui sont très désorganisées. Mais globalement, je pense que les femmes sont plus organisées. Ça, c'est dans tous les process, tout ça, c'est... Et puis, quand même, sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, je pense que les femmes, comme elles ont souvent à cœur d'avoir développé leur vie personnelle, elles sont plus équilibrées, ou elles ont une capacité. Donc voilà, donc je pense que les femmes... Alors après, moi, j'aime pas non plus faire toutes ces généralités, parce que chacun a sa caractère, sa personnalité, mais en tout cas, il y a des atouts, je pense, des femmes dans ces métiers-là. Et ensuite, comme on est peu nombreuses, on se rappelle de vous. Moi, je peux vous dire que les gens, parmi 10 hommes en costume, tous identiques et qui ont tous la même tête, et moi, on se rappelait de moi dans la réunion et pas du nom des 9 autres hommes. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un atout d'être une minorité, encore. J'aimerais aborder avec vous le sujet du recrutement qui intéresse évidemment beaucoup notre audience. Il y a plusieurs milliers d'étudiants ou jeunes diplômés qui candidatent chaque année, globalement en banque d'affaires et en particulier chez BNP Paribas. Quels seraient vos principaux conseils pour eux afin d'obtenir une offre de stage ou de CDI? Alors, maintenant, nous faisons des tests systématiques. Donc, il faut se préparer pour les tests qui sont des tests techniques. Donc, ça, on est là pour ça. Vous êtes là pour ça. Donc, c'est vrai, ça s'est énormément professionnalisé. Ensuite, effectivement, se préparer pour les entretiens. Ensuite, il faut avoir construit sa motivation. Donc, à la fois en ayant fait des cours, en s'étant intéressé à l'actualité. Je pense que les étudiants ne tirent pas assez parti de ce qu'ils ont comme réseau dans leur grande école. Moi, je suis frappée, je donne des cours à HEC, mais il y a 1 sur 120 qui vient me voir à la fin du cours en disant « Madame, quel conseil vous me donneriez ?» ou « Je vous donne mon CV si vous avez des idées. »
Et donc, alors, je suis sûre que dans n'importe quelle grande école, il y a je sais pas, vous devez être confronté à 50 professionnels qui viennent donner des cours, mais profitez-en. Je pense qu'ils n'osent pas. Bah oui. Ensuite, mais oui, mais il faut le faire. Il faut. Ensuite, demander des lettres de recommandation. Moi, je l'ai dit à chacun de mes enfants quand ils ont fait des stages, qui, à la fin d'un stage, demande une lettre de recommandation. Donc, vous allez voir votre maître de stage, vous dites, écoutez, j'ai fait un stage avec vous, faites-moi une lettre de recommandation. Quand vous soumettez votre candidature, vous avez votre lettre, vous n'êtes plus obligé de la redemander 12 mois après. Et une fois que vous avez 10 lettres de recommandation, ou 5 ou 3, mais qui sont bien fichues, et que vous les envoyez avec votre lettre de recommandation et votre lettre de motivation et votre CV, c'est assez fort. Et moi, j'ai eu quelques jeunes femmes, et d'ailleurs, c'est les jeunes femmes qui sont les plus astucieuses pour ça, qui aussi maintiennent les liens avec moi. Donc, je les ai eues comme stagiaires, mais il y a 5 ans ou même 3 ans. Et elles me tiennent au courant de leur vie. Elles m'envoient une carte de vœux. Elles m'envoient un petit mail. J'en ai une qui était formidable, qui est maintenant dans un grand fonds de private equity à New York. Elle m'envoie ses vœux, elle m'envoie un mail à Noël, elle me dit oui, voilà, vous vous rappelez, j'étais votre stagiaire, maintenant je suis associée de je sais plus chez qui elle est, un grand fonds, je sais plus si c'est Blackstone ou voilà. Bon, elle maintient ça. Je sais pas ce qu'il en adviendra, mais elle est astucieuse parce qu'elle se dit, j'ai marqué Sophie Javary, ça va se rappeler de moi. Moi, je peux pas me rappeler de tous les stagiaires qui ont été avec moi, mais ceux qui m'envoient leurs vœux, je m'en rappelle. Donc ça, je pense que les jeunes ne font pas assez. Mais surtout, profiter du réseau pendant... Donc ça, c'est des plus, je crois. Et ensuite, il faut accepter... Par exemple, je dis souvent, il y a la banque d'affaires, mais si vous faites Transaction Services, par exemple, un stage de 6 mois chez Ernst & Young, ça, c'est valorisable. Donc, il faut essayer de trouver des passerelles. Comme premier stage, oui, avant d'aller vers le M&A. Le premier stage est difficile à avoir. Donc, il faut, pour ce premier stage, avoir... c'est comme quand la marche est très haute, il faut essayer de trouver des petites marches d'accès. C'est la pyramide. C'est la pyramide. Donc voilà, c'est le type de conseil que je donnerais, parce que sinon, c'est difficile de se démarquer sur son CV. Les lettres de motivation, tout le monde fait à peu près les mêmes. Et ensuite, il y a des petits trucs. Par exemple, il y a des gens, ils notent pas les gens avec qui ils interviewent. Donc, vous les recevez en fin de course. Vous leur dites, vous avez passé combien d'entretiens ? J'en ai passé déjà 5 chez BNP Paribas. Ah bon, qui vous avez vu ? Je me rappelle plus. Ils n'ont pas noté dans un cahier, mais bon sang, j'ai vu un tel, un tel et un tel. Ils font pas de remerciements par mail après avoir passé un entretien. Enfin, c'est des petites choses de politesse, de bonne manière. Mais les bonnes manières, d'abord, se perdent un peu et font vraiment toute la différence, parce que c'est un milieu qui est encore assez policé, comme vous le savez, et qui tient à ce que j'appelle les bonnes manières, ou la politesse, vous appelez ça comme vous voulez, mais il faut vraiment être très, très attentif à cet aspect-là, de tirer parti de toutes les occasions que vous avez de vous démarquer, en fait. On a parlé des candidats, maintenant parlons des jeunes banquiers. Vous, en tant que banquier senior, qu'est-ce que vous attendez de vos jeunes collaborateurs ? Moi, j'apprécie beaucoup la rapidité et l'agilité. C'est-à-dire, je trouve que, quelque part, quelqu'un qui réagit en 1 heure versus quelqu'un qui réagit en 1 journée, on aime vraiment ça. Donc, c'est la vivacité. Moi, j'aime beaucoup la vivacité d'esprit, les gens qui sont vifs, qui réagissent vite, etc. Ensuite, j'aime bien les gens qui posent des questions. Je trouve que très souvent, vous avez des gens très passifs, vous leur dites de faire quelque chose, et ils sont pas sûrs de comprendre le truc, mais ils vous posent pas la question. Donc, je pense que le questionnement est un plus. Et puis le fait d'être rigoureux. Si quelqu'un n'est pas capable de vous rendre une note d'1 page sans faute d'orthographe, c'est se relire, refaire ses calculs. Quelquefois, il y a des papiers qu'on vous rend qui sont... vous dites, c'est pas possible, il a fait 5 ans d'études et il a pas relu son papier. Donc, je dis aussi des choses qui sont bien construites et argumentées. Ça, c'est ce qui fait la différence chez les jeunes banquiers que je côtoie. Mais c'est surtout... Moi, je trouve qu'on attend de quelqu'un de 25 ans qui soit hyper rapide.
Alors, avant de passer au traditionnel quiz du Career Insight, j'ai 2 questions d'actualité à vous poser, Sophie Javary, si vous le voulez bien. Ça concerne votre engagement européen, puisque vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'ONG Europa Nova, qui a pour objectif de renforcer la construction européenne. Et cette construction européenne, elle est critiquée aujourd'hui. Elle est critiquée à la fois à gauche et à droite de l'échiquier politique. Elle est critiquée dans presque tous les pays membres de l'Union européenne. Première question, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ces critiques et quelle est votre analyse? Pourquoi en fait cette Europe elle est si critiquée? Alors l'Europe est critiquée parce qu'elle est vue comme un univers de normes et de bureaucratie qu'elle n'est pas assez vue comme indispensable à la puissance et à la souveraineté de notre ensemble de pays. Ensuite, probablement, on oublie assez vite les plus de l'Europe. On parlait du programme Erasmus, mais on peut parler de la politique de vaccins pendant le Covid. On peut parler d'un certain nombre d'initiatives qui sont prises au niveau européen. Donc, je pense que c'est cet ensemble de choses qu'il faut absolument vendre pour l'Europe et qui doit être montré comme avançant. Après, c'est tout l'enjeu d'affirmer une volonté de puissance au niveau européen, en même temps sans que les gens aient l'impression de perdre leur souveraineté. Donc, il y a beaucoup de marketing, j'allais dire, à faire pour effectivement vendre l'Europe, qui est de toute façon une réalité. C'est-à-dire quand vous avez des élections et que les gens disent il faut moins d'Europe, la réalité est de toute façon que cette construction, elle existe et qu'il faut la faire évoluer dans le bon sens, mais qu'il est très difficile de revenir en arrière. Et on voit combien le Brexit a apporté de retard à l'économie britannique. Alors justement, il y a une échéance qui arrive cette année importante, c'est les élections européennes du mois de juin. Vous avez déjà un petit peu répondu, mais ma deuxième question était quel message vous aimeriez passer aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, en faveur du projet européen? D'abord, le premier message, c'est aller voter. Donc, c'est le 9 juin. Donc, vous avez un droit de vote, il y a une démocratie, il faut l'exercer et forcer les gens autour de vous à voter. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de comprendre, en fait, comment marche le Parlement européen. Donc, la dynamique au Parlement européen, les jeux de pouvoir au niveau du Parlement européen. Et donc, ça me paraît indispensable. Et ensuite, de réfléchir à ces élections comme des élections européennes et pas il n'y a pas de message où c'est pas un enjeu national. C'est l'enjeu, c'est que la France représente un poids important au niveau du Parlement européen et constitue un groupe parlementaire qui peut influer sur l'évolution de l'Europe. Mais mon premier message, c'est d'aller voter. Sophie Javary, on arrive au bout de ce podcast. Il ne nous reste plus que le traditionnel quiz du Career Insight. J'en rappelle les règles pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais vous êtes, j'imagine, déjà des habitués. C'est des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. Très bien, on y va. Être une femme en banque d'affaires aujourd'hui, avantage ou inconvénient? Avantage. Quand on est promu chevalier de la Légion d'honneur, comme vous l'avez été en 2013, on ressent quoi? Très grande fierté. Votre meilleur souvenir professionnel? Je dirais l'introduction en bourse d'EDF. Votre pire souvenir professionnel? Je pense que c'est effectivement les IPO ratés. Donc, il y en a eu une qui était DomusVi, mais qu'on a oubliée. Mais quand vous devez lâcher une introduction en bourse au dernier moment, c'est très difficile. Alors, vous avez déjà peut-être un petit peu répondu, mais le plus beau deal que vous avez fait? Je pense que c'est le sauvetage de France Télécom. Le deal le plus difficile sur lequel vous avez travaillé? Moi, je parlais de Christian Lacroix tout à l'heure. Je pense que c'était très difficile parce qu'il y avait une personne physique, un artiste qui était meurtri dans l'échec et la faillite. Et ça, c'était très difficile. Le client qui vous a le plus impressionné? En fait, je regardais les jours. J'ai trouvé que Florent Ménégo, là, ce qu'il venait d'annoncer sur Michelin, j'étais très impressionnée. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui? J'ai eu un professeur de finance à HEC qui, quand j'ai décidé de partir en programme international, m'a dit « Mais Sophie, si vous partez à l'international, si vous ne faites pas majeure finance, vous ne ferez jamais carrière dans la finance. » Le conseil que vous donneriez à la jeune Sophie Javary qui étudiait à HEC à la fin des années 70? Justement, d'avoir plus confiance en elle. Merci Sophie Javary d'avoir partagé votre histoire auprès de nos auditeurs du Career Insight.
Merci beaucoup Guillaume, c'était très agréable. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.